Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aura cours jusqu'à 21h pour aborder l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et les grands points sont les suivants. Réconciliation nationale. Le ministre en charge de la question, Yeroboli, était face à la presse vendredi dernier pour faire le point de sa mission et annoncer des perspectives. Nous reviendrons dans le détail sur le processus qu'il pilote, sa spécificité et son agenda en la matière. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale est le grand invité de ce JDS. Et puis communication électronique au Burkina Faso, l'ARCEP, entendait autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a échangé avec les opérateurs de téléphonie mobile et les consommateurs, ainsi que les hommes de médias. Tout cela cette semaine. Qualité des services, préoccupation des clients et le rôle même de l'ARCEP. Ce sont les sujets sur lesquels nous reviendrons avec notre autre invité pour ce JDS. Il s'agit de Salamata Romba, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP. Et enfin, sport, comme il est de coutume dans ce JDS, éliminatoire CHAN 2023. Les étalons locaux ont entamé la deuxième phase de leur préparation pour la double confrontation avec les éléphants locaux. Cela est prévu pour la semaine prochaine. On aura donc le point de ces préparations. Et puis, nous recevrons dans la partie sport toujours deux invités, Alexis Kaboré Diyoyo et Anna Sekwanda, coach. Vous l'avez compris, on va parler aussi boxe. Ce sont donc les éléments qui vont marquer ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous revenons sur le point de presse que nous annoncions donc en titre. Le gouvernement qui a tenu un point de presse vendredi dernier avec le ministre en charge de la Défense et celui de la cohésion sociale. Sur le plan sécuritaire, le ministre a annoncé la réorganisation du maillage du territoire et l'acquisition prochaine de nouveaux équipements pour renforcer justement la capacité des forces de défense et de sécurité. Le ministre en charge de la cohésion sociale a quant à lui déclaré qu'une dizaine de comités locaux de dialogue avaient été donc mis en place et des combattants des groupes armés ont déjà déposé les armes. Nous échangerons justement sur le point de la réconciliation nationale tout à l'heure, mais avant, le point du presse de vendredi dernier avec ce qui nous est proposé par Abdoul Rahim Niénié. À ce point de presse, le ministre de la Défense nationale a estimé que, contrairement à certains propos, le gouvernement ne navigue pas à vue. Il a une vision très claire de la lutte contre le terrorisme. Une stratégie est en train d'être déroulée et malgré les adversités, le ministre reste convaincu que cette stratégie permettra de restaurer l'intégrité du territoire. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération militaire, le repositionnement des troupes pour un meilleur maillage du territoire et la réorganisation opérationnelle de l'armée. Il y a la réorganisation du maillage territorial à travers la création de nouvelles structures, nouvelles entités opérationnelles sur tout le territoire qui est en projet. Il y a la création de la brigade de veille et de défense de la patrie, la réorganisation des VDP qui est en cours à travers notamment la relecture de leur statut. Il y a la création des zones d'intérêt militaire, la définition de nouveaux formats de force pour générer de nouvelles capacités, la mobilisation de la réserve opérationnelle, on a fait revenir plusieurs anciens militaires, le renforcement du moral des troupes par des différentes actions. Il y a également la question de l'acquisition de nouveaux matériels pour renforcer la puissance de feu des forces de défense et de sécurité. Sur ce point, le général Barthélemy Semporé estime que le plan mis en œuvre est très ambitieux et permettra de reprendre le contrôle du territoire. Il faut dire qu'il y a depuis un certain temps, beaucoup de commandes sont déjà faites et donc qui sont déjà en cours de livraison progressivement. Et sur ce plan, il faut donc se rassurer que les capacités nécessaires aux forces seront réunies. Et ça va permettre donc d'avoir une capacité suffisante pour contrôler l'ensemble de nos territoires sur le plan terrestre, sur le plan aérien. C'est un plan vraiment ambitieux et à terme, vous verrez donc ces nouvelles capacités se mettre à l'œuvre. Les actions militaires sur le terrain ont contraint certains combattants des groupes armés à déposer les armes, selon le gouvernement. En cela, il faut aussi reconnaître le travail abattu par la dizaine de comités locaux de dialogue qui a pu être installé. Et le ministre en charge de la cohésion sociale se félicite de l'évolution de la situation sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, le comité a pu installer une dizaine de comités à travers le pays
identifier et opérationnaliser un centre d'accueil, de déradicalisation et de réinsertion, démobiliser plusieurs dizaines de combattants terroristes. Le processus est encore jeune, perfectible, mais les résultats engrangés sont encourageants. Je sollicite donc l'adhésion de tous pour accompagner aussi bien le processus de réconciliation nationale que celui de démobilisation de nos frères, filles et fils engagés dans les groupes armés terroristes. Sur le plan de la réconciliation nationale, le ministre Yero Boli estime que le processus est en cours et le forum se tiendra dans les mois à venir. Le ministre en charge de la Défense nationale a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'une journée nationale du refus du terrorisme pour une mobilisation nationale en vue d'une intensification de la lutte contre le terrorisme. Retour sur ce plateau pour l'entretien que nous annoncions déjà en début de JDS, au journal du dimanche au soir. Nous sommes rejoints par le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Yero Boli. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci déjà d'être là. Je vous en prie. On a suivi tout à l'heure le point de presse de vendredi dernier. C'est cela. La question de la réconciliation nationale, on sait qu'elle est centrale. Et ça a figuré parmi les priorités de plusieurs gouvernements. Oui. On ne s'en souvient même plus. Mais quelle est justement et concrètement votre stratégie à vous et votre agenda en la matière? Très bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord, si vous permettez, faire un petit rappel historique. Le Burkina Faso a cette particularité d'avoir connu une histoire politique tumultueuse, créée en 1919, supprimée en 1932, rétablie en 1947, et on ne le mentionne pas assez, en 1957, lors de la mise en œuvre de la loi cadre, c'est le seul territoire qui a connu une crise politique déjà. Dans le gouvernement de Ouézin, vous aussi, vous vous rappelez, il y a eu cette crise où le gouvernement était mis en minorité. Donc l'unique crise que la France a enregistrée au niveau de la mise en œuvre de la loi cadre, c'était en Haute-Volta, au Burkina Faso actuel. Donc c'est pour dire que c'est un pays déjà, à cette époque, qui n'était pas tranquille politiquement parlant. Et depuis l'indépendance, cette agitation a continué au point de nous faire connaître beaucoup de difficultés qui ont souvent sérieusement entamé la cohésion sociale et qui ont créé des problèmes politiques complexes. C'est ainsi que nous avons connu plusieurs tentatives de réconciliation dans ce pays. Vous vous rappelez la mise en place du Collège des sages. Il y a eu Dexès qui a été une première tentative, vous vous souviendrez également de la Journée nationale de pardon en 2001. Et puis ensuite, il y a eu la commission, sous la transition précédente, il y a eu la Commission nationale des réformes et qui s'est occupée de recevoir beaucoup de dossiers suite à l'insurrection populaire. Et cette commission a suggéré la création du Hcrou, qui a été effectivement mis en place en 2016, qui a continué le même travail, et enfin la création du ministère dont aujourd'hui j'ai la charge, qui est chargé de conduire la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Nous avons au niveau du ministère pour mission d'élaborer des stratégies de réconciliation. Ces stratégies ont été conduites de façon inclusive et participative à la base, au niveau de toutes les municipalités, et ont abouti à la rédaction de 3 stratégies. La stratégie nationale de cohésion sociale, la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation, et puis aussi du pacte de vivre ensemble. Nous avons aussi rédigé la stratégie nationale de réconciliation nationale. Je dois dire que toutes ces stratégies sont passées devant la Commission nationale de la planification du développement, qui est l'instance logée au ministère des Finances et qui est chargée de valider les stratégies au niveau de la politique du gouvernement. Et il nous reste maintenant à passer à la mise en œuvre de toutes ces stratégies-là, ce dont nous nous occupons actuellement. Nous allons mettre d'abord en cohérence toutes ces stratégies pour éviter les chevauchements, et on va mettre en place un conseil national qui va superviser cette mise en place, l'exécution du contenu du plan d'action de ces stratégies.
et cette partie du travail, c'est-à-dire le suivi quotidien et la mise en œuvre de ce plan d'action sera assurée par un secrétariat permanent. Et puis voilà, et ce secrétariat permanent aura aussi pour mission de s'occuper des indemnisations résultant des travaux qui nous ont été reversés par le HCOUN et puis aussi des dossiers que nous continuons de recevoir. Évidemment, il y a les perspectives. En termes de perspectives, nous envisageons organiser le forum. Nous avons aussi au niveau des perspectives la création d'un Conseil national de la réconciliation nationale qui va donc superviser toute cette mise en œuvre de la politique de réconciliation nationale. Et j'ai oublié de souligner qu'à côté du secrétaire permanent qui va exécuter le plan d'action des stratégies, nous avons créé une coordination qui va s'occuper particulièrement de la réconciliation sécuritaire à travers la mise en place des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Comme je l'ai indiqué l'autre jour, ces comités ont commencé à fonctionner et la coordination aussi est fonctionnelle et nous travaillons à désarmer ces jeunes qui sont allés dans l'extrémisme violent, de façon à les ramener sur le droit chemin, de façon qu'ils déposent les armes en vue de leur réinsertion dans la vie active et pacifique. Vous parlez du caractère participatif. On sait que l'un des points qui va le mettre en exergue, c'est aussi ce forum-là. Il n'y avait pas si longtemps, vous disiez dans quelques semaines. Maintenant, on dit dans quelques mois. Où est-ce qu'on en est vraiment dans... Le forum doit être organisé dans une atmosphère très apaisée. Vous constaterez aujourd'hui que notre climat social et notre cohésion sociale sont sérieusement abîmés dans beaucoup de régions du pays. On peut même dire à travers tout le pays. C'est une cohésion sociale suffisamment et gravement entamée et nous entendons organiser le forum dans un contexte qui lui donne le maximum de chances de succès. C'est la raison pour laquelle, de quelques semaines, nous avons reculé pour parler de quelques mois de façon qu'on ait le maximum de chances de réunir un auditoire apaisé et apte à discuter de façon calme toutes les questions. Ce forum aura pour mission de prendre connaissance donc des différentes stratégies qui ont résulté des concertations à la base. Il aura aussi pour mission d'apprécier les propositions de solutions qui vont nous permettre d'éviter les différents besoins de réconciliation qui ont été identifiés lorsque les travaux ont été menés à la base et lorsque les stratégies ont été rédigées. Vous savez qu'il en a résulté beaucoup de besoins de réconciliation parce qu'aujourd'hui... Mais quels sont ceux essentiels ? Les besoins qui sont appelés, tous ces besoins sont essentiels, mais je pense qu'il y a la réconciliation sécuritaire qui me paraît primordiale, compte tenu des difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans les communautés de base. Il y a la réconciliation administrative aussi qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup d'agents de l'État ont eu des carrières brisées, sont mécontents et sont en attente d'être dédommagés. J'ajouterais aussi qu'il n'est pas moins important de souligner le dédommagement de tous ceux qui ont été victimes, par exemple, des violences en politique. Je fais notamment allusion à ce que nous avons connu en 2014 dans le cadre de l'insurrection populaire, etc. Nous en avons identifié 6. Mais chacun est important parce que chacune des victimes attend d'être dédommagée afin de se réconcilier avec l'État et la société. En entrée, vous égreniez l'histoire des crises au Burkina Faso pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui et ce qu'il faut régler, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Plusieurs pays aussi sont passés par ces turpitudes avec les solutions qui ont été les leurs. On parlera du Rwanda, la Côte d'Ivoire qui est en train de tenter aussi sa réconciliation. Quelle est la spécificité du processus que vous enclenchiez ? D'abord, la particularité des autres cas que vous citez peut-être en Afrique, je prendrai juste 2 exemples, les plus réussis, c'est ceux du Rwanda et d'Afrique du Sud. De mon point de vue, principalement parce que là, la société était en fait compartimentée de façon moins complexe. Vous aviez pour le cas de l'Afrique du Sud les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. Donc la lecture est simple. Au Rwanda, c'était les Hutus contre les Tutsis. Là aussi, c'est une bipolarité et c'est moins compliqué que dans notre cas où il ne s'agit pas de problème ethnique en tant que tel,
mais c'est une crise sécuritaire très grave, d'abord, qui a affecté de façon gravissime le tissu social, qui a abîmé la cohésion sociale et qui concerne toutes les régions du pays et qui affecte toutes les communautés à la base aujourd'hui. Et ce cas-là est très particulier de ce qu'on a vécu au Rwanda ou en Afrique du Sud, par exemple. Donc notre particularité, c'est peut-être la complexité de notre situation et le fait que nous ne sommes pas en face de deux camps opposés. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, il y avait les journées nationales du pardon, c'est-à-dire qu'on a essayé des choses. Et quelquefois, ce n'est pas la proposition qui a été mauvaise, c'est la suite qui a été donnée. Quel gage on a que même si quelque chose de bon en sort, on n'aura pas le même futuribile. Il a été reproché à la journée nationale de pardon de n'avoir pas eu de légitimité. Dans le cas du forum à venir, nous envisageons le rendre le plus représentatif possible des forces vives de ce pays. C'est pourquoi, du point de vue du format, les propositions initiales partent de 5000 participants. Okay. Nous pensons que c'est un format qui permet de prendre en compte une représentativité respectable des composantes de ce pays pour produire des résolutions et des recommandations qui peuvent engager l'ensemble du peuple. D'accord. Pour revenir à l'actualité, avec le point de presse de vendredi dernier, vous rappeliez l'appel lancé par le président du Faso qui avait eu oreille favorable, notamment du côté des terroristes. Mais vous dites, ils ont même été satisfaits de cette main tendue et du message. Qu'est-ce que de quoi ça peut augurer, surtout qu'on parle de dialogue? Quel impact? D'abord, d'une disponibilité de leur part, d'une disponibilité de nos jeunes qui sont allés avec ces groupes armés, parce que dès que le message a été lancé et que, par exemple, au Soum, il y a eu les premiers contacts en termes de dialogue avec eux, ils l'ont clairement exprimé. Et ensuite, la démobilisation que nous constatons et qui est aujourd'hui croissante témoigne de leur adhésion à la main tendue par le président du Faso. Et justement, parlant de main tendue, je pense que c'était le 1er avril. Oui. Il y avait cet appel qui avait été lancé par le président, parlant toujours du dialogue, mais c'était au niveau local, soutenu par des comités locaux. Vous avez abordé la question. Aujourd'hui, où on en est? Écoutez, comme je l'indiquais l'autre jour, nous avons pu mettre en place une dizaine de comités locaux dans trois régions principalement, et ces comités locaux sont fonctionnels. Ce sont des comités qui travaillent à démobiliser les jeunes qui sont allés dans les groupes armés, et ce sont des comités qui produisent des résultats. Et ces résultats donnent à espérer que les semaines et les mois à venir, nous pourrons avoir beaucoup de centres de déradicalisation à travers le pays et commencer donc à apprendre un métier autre que celui qui occupait ces jeunes-là. Quand vous dites déradicalisation, ils viennent en masse. On a un nombre qui est assez important. Parce que c'est ce qu'on veut savoir. Bon, écoutez, on ne peut pas aujourd'hui entrer dans les statistiques. Le plus important, c'est de travailler à démobiliser et le plus important, c'est de nous préparer à les accueillir. Les préparer à les accueillir veut dire préparer un cadre physique qui puisse les sécuriser, les rassurer, et c'est aussi faire en sorte qu'ils soient attendus dans le sens d'être préparés à une future vie, que cette future vie consiste à reprendre ce qu'ils avaient comme activité précédemment, ou bien que cette future vie consiste à aborder un autre emploi. Y a-t-il des régions où c'est un peu plus complexe? Parce que quand on parle du Burkina, il y a des zones où on a un genre d'étouffement. On se demande si au niveau local, on arrive à avoir des arrangements. C'est difficile quelquefois d'avoir de l'approvisionnement parce que les voies sont bloquées. Il y a des zones où le dialogue ne passe pas. Lorsque nous envisageons un dialogue, c'est que nous avons en amont préparé ce dialogue et fait en sorte qu'on ait le maximum de chances de réussir. C'est-à-dire qu'on identifie la prédisposition à ce dialogue, on identifie les différents acteurs et on avance de façon rassurée. Je vais revenir sur l'autre question. On va parler de la réconciliation nationale de façon plus globale et puis de ce qui a été enclenché comme dynamique. L'un des points qui a cristallisé toutes les attentions, c'était bien le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Concrètement, après le passage à Ouaga, où on en est? Parce que je pense que vous aviez une visite à Abidjan. Oui, tout ça est antérieur à sa venue. Je voudrais juste dire deux choses. D'abord, premièrement,
il ne faut pas oublier le contexte dans lequel cette visite du président Compaoré s'est effectuée. C'est un contexte sécuritaire particulier, dramatique. Et c'est un contexte aussi où la cohésion sociale du pays est gravement entamée. Ensuite, cette visite s'est effectuée dans le cadre de prérogatives présidentielles qui ont amené le président Damiba à vouloir cette concertation au sommet avec ses prédécesseurs, étant entendu que la réconciliation nationale ne saurait se faire en excluant telle ou telle tendance, telle ou telle composante, aussi bien au niveau politique qu'au niveau social. Et cette démarche s'inscrivait dans la volonté du président du Faso de faire participer tous les acteurs importants, en tout cas en particulier ses prédécesseurs, à la recherche de solutions et de cohésion face à la crise que nous connaissons. Et ensuite, la venue du président Compaoré marque sa disponibilité à œuvrer au retour de la paix, ou en tout cas apporter sa contribution, si modeste soit-elle, au retour de la paix dans ce pays. C'est la manifestation de sa volonté aussi de main tendue en direction de ce pays, en direction du président du Faso, qui a fait appel à tous les anciens présidents pour venir échanger en vue d'apporter leur contribution pour le retour de la paix et de la cohésion au Burkina Faso. Mais il y a eu aussi la critique sur la forme, la méthode. Beaucoup ont trouvé paradis et pour eux c'est bien pour cela que ça n'a pas eu tout le succès que ça devrait avoir. Non, je pense qu'il ne faut pas percevoir ça de cette façon. Il faut, à mon avis, prendre en compte le fait que toute cette démarche n'a été rejetée par aucun des acteurs qui ont été consultés par le président du Faso. Chacun des acteurs a donné son accord et n'eût été peut-être des facteurs externes, tous seraient là. Et chacun a été consulté, a donné son accord, a donné son adhésion et a soutenu le processus. Et il n'y a pas parmi eux un acteur qui a montré une défiance par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir apporter sa contribution pour le retour de la paix et de la cohésion au Burkina Faso. Quand je parle de méthode, ce qui revenait en termes de critique, par exemple le cas de l'ancien président Blaise Compaoré, certains disaient on n'a pas pris en compte le fait qu'il y a une décision de justice, il y a des victimes relativement à certaines affaires, et donc il y avait des éléments qui pouvaient remonter alors qu'on voulait plutôt rapprocher les Burkinabés. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui ait vocation à vouloir bloquer la manifestation de la vérité ou empêcher la justice de poursuivre son cours dans un pays. Dans le cas présent, l'objectif était loin de faire en sorte d'étouffer un aspect particulier de la justice. Du reste, le procès s'est tenu sans aucune entrave et le verdict a eu lieu et je ne pense pas que vraiment on puisse penser à un moment donné que ici l'intention était de brouiller les pistes en ce qui concerne la manifestation de la vérité. Et c'est ça qui me paraît le plus important. J'avais posé une première question, mais je n'ai pas eu la réponse. Peut-être que je la repose encore. Pour l'ancien président Blaise Compaoré, où on en est pour ce qui est du retour? Écoutez, c'est l'initiative de son retour suit son cours. Lorsque le moment sera venu, vous serez certainement tenu informé. Nous ne sommes pas de façon particulière occupés quotidiennement à travailler sur ce retour. Mais il est certain que dans le cadre de la réconciliation nationale, la question sera inévitablement posée et je pense que le moment venu, la nation tout entière sera témoin de la décision qui sera prise et dans quel sens et de quelle manière cette décision-là sera prise. Et puis il y a eu aussi la lettre de pardon. Oui. La lettre de pardon. Vous êtes ministre de la Réconciliation nationale, de la cohésion sociale. Quel symbole ça a pour vous? Écoutez, d'abord, le pardon est quelque chose de particulièrement précieux et sacré dans nos traditions, dans nos mœurs, dans nos coutumes et dans nos valeurs ancestrales, nos valeurs endogènes. Donc pour moi, cet acte-là est à saluer et je voudrais vraiment rendre hommage au président Compaoré pour avoir eu le courage, l'humilité de demander pardon.
Et parlons des retours justement, peut-être ça sera ma dernière question. Oui. Il y a aussi un autre ancien président, Yacouba Isaac Zida. Oui. Je pense, si ma mémoire est bonne, lors de monde politique qui est animé par Bernard Bougouma, il y a eu des révélations qui ont été faites. Il a eu son passeport, je pense, qui avait été signé des mains de l'ancienne ministre Coulibaly. Donc il y avait, on va dire, un processus qui était vraiment très avancé. Aujourd'hui, avec lui. Écoutez, Yacouba Isaac Zida, comme tous les autres anciens présidents, a été approché dans les formes les plus correctes dans le cadre de ce processus de réconciliation et aussi dans le cadre de la dernière rencontre dont vous aviez parlé tout à l'heure. Je voudrais simplement dire qu'en aucun cas, aucun de ces anciens chefs d'État-là ne saurait être mis de côté dans ce processus-là. Et il faut préciser qu'en plus de ce que vous dites, tous ces retours-là ne datent pas de la transition. Si vous vous rappelez, pour le cas de Blaise Compaoré, un candidat et non des moindres l'avait évoqué à Ziaré lors de sa campagne électorale. Et je peux vous dire que fin 2021, mon prédécesseur a eu à indiquer une villa préparée pour le retour de Blaise Compaoré. Cette villa a été indiquée et visitée par sa famille, en présence du ministre d'État en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale de l'époque. C'est pour dire que ce ne sont pas des sujets nouveaux, ce ne sont pas des sujets que la transition actuelle a inventés. Nous sommes en train de poursuivre un processus qui entre dans l'intérêt supérieur du pays. Oui, mais entre-temps, il y a eu aussi, quoi qu'on dise, une condamnation. Et aujourd'hui, pour beaucoup de Burkinabés, ça reste aussi la question qui, je ne vais pas dire qui dérange, mais qui demande d'être prise en compte. Comment on concilie tout ça avec les décisions de justice? Je ne parle pas seulement de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a beaucoup qui sont hors du Burkina Faso. Il y aura des assises bientôt, il y a des dossiers qui seront encore ressortis. Comment est-ce qu'on concilie tout ça? Donnez le temps au temps de trancher toutes ces questions, donnez l'occasion au forum de regarder tous ces aspects et permettez que le processus, dans toute son évolution et dans tous ses compartiments, puisse analyser toute cette situation et décider de son avenir de façon souveraine. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé. Merci beaucoup. On va nous poursuivre ce rendez-vous, celui du JDS, Journal du dimanche au soir. Nous l'avions dit, l'actualité, elle est variée et c'est pour ça qu'on l'aborde ici dans sa forme plurielle. On quitte la question politique pour celle économique. Et pour cette partie donc économie, nous allons nous intéresser à l'ARCEP et la question de communication électronique et des postes. Et cela a été abordé avec d'abord les opérateurs des téléphonies mobiles, les consommateurs, puis avec les journalistes. On suit cet élément avant de revenir sur ce plateau pour discuter justement de la qualité des services qui nous sont proposés et du rôle justement de l'ARCEP. À cette 5e édition de rencontre avec les hommes de médias et les communicateurs, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et les responsables de téléphonie mobile ont un seul objectif, consolider leurs acquis tout en renforçant la connaissance des journalistes sur les spécificités du secteur de la communication électronique et des postes à travers ces différentes innovations. Depuis 2 ans, l'ARCEP s'est engagée dans la démarche qualité avec comme vision la conquête de la confiance des parties prenantes de l'écosystème des communications électroniques et des postes, par la maîtrise des marchés et la prise en compte de leurs attentes pertinentes. Les consommateurs de services de communications électroniques sont une composante majeure de l'écosystème et l'amélioration continue de leur satisfaction dans l'utilisation de ces services est l'un des objectifs des missions assignées à l'autorité de régulation.
Le déficit de communication est l'un des problèmes qui perdurent entre les opérateurs de téléphonie mobile et leurs clients, selon la directrice en charge de la régulation des marchés fixes et mobiles. L'autorité de régulation est résolument engagée avec les opérateurs de téléphonie mobile dans une dynamique d'amélioration de la qualité des services. Voilà pourquoi ils souhaitent faire des hommes de médias des partenaires privilégiés pour servir les consommateurs. Pour atteindre cet objectif, les journalistes doivent être des acteurs incontournables dans la sensibilisation des consommateurs. Durant cette session de 2 jours, les thématiques suivantes seront abordées. Les principaux changements institutionnels et leurs implications au niveau de l'ARCEP, la politique de tarification des communications électroniques, la lutte contre l'exercice illégal de l'activité postale, les généralités sur les zones électromagnétiques et les actions de l'ARCEP dans la surveillance de l'exposition des populations au rayonnement non ionisant, les obligations d'identification des abonnés et les actions des acteurs pour la qualité de service. L'impact de l'information et de la sensibilisation sur le développement des communications électroniques est indéniable. C'est dans cette dynamique que 48 heures durant, les hommes de médias sont outillés afin de réussir les missions qui leur seront assignées. Retour sur ce plateau, nous restons dans cette même actualité qui concerne donc l'ARCEP, entendue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et nous l'annoncions en titre, elle est avec nous, Salamata Rwamba, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles. Bonsoir. Bonsoir, M. Va. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis aussi avec David Nana, puisqu'on est dans la partie économie de CJDS. Bonsoir David. Bonsoir M. Va, bonsoir aux téléspectateurs. Et comme je l'anime cette frange avec vous, je vous permets la première question. Merci bien, M. Va. Et puis, naturellement, la première question va consister à faire de plus amples connaissances. C'est vrai que ça peut paraître évident. On peut penser connaître les missions de l'ARCEP, ses objectifs, mais au fond, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, peut-être qu'on va poser la première question, essayer de savoir quelles sont les missions et les objectifs de l'ARCEP. D'accord. Je voudrais d'abord remercier True TV pour cette occasion que vous donnez à l'ARCEP de s'exprimer et de donner plus d'informations aux téléspectateurs. Donc sur ce, je dirais que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et comme son nom l'indique, c'est l'autorité qui régule ces deux secteurs, les communications électroniques et les postes. Et c'est une autorité administrative indépendante et qui est rattachée de manière administrative à la primature. Alors, ces missions, c'est pour répondre à la question des missions, je dirais que la régulation, il y a 3 aspects à prendre en compte dans la régulation. Réguler, c'est d'abord être une sentinelle, c'est-à-dire surveiller le marché. Ensuite, être un médiateur. Donc, concilier en fait les intérêts, c'est pas toujours évident, mais concilier les intérêts des parties. Vous avez les consommateurs, vous avez les opérateurs, les fournisseurs de services. Et le 3e niveau, c'est être un arbitre du marché. Donc, l'arbitre, comme tout le monde le sait, c'est comme dans un match de football, c'est l'arbitre qui siffle quand les règles de jeu ne sont pas respectées. Voilà. Et pour venir peut-être plus en profondeur plus en détail sur les missions de l'ARCEP, je dirais que l'ARCEP, c'est d'abord, vous savez que pour entrer sur le marché des communications électroniques, il faut un titre, soit une licence, une autorisation générale ou une simple déclaration. Et c'est l'ARCEP qui doit instruire en fait ces différentes demandes et soumettre, pour les cas où c'est le gouvernement qui doit délivrer la licence, donc soumettre le dossier au gouvernement pour la dernière décision. Et donc, il y a l'instruction de toutes ces demandes. Mais il y a également, quand on attribue une licence, il faut donner des ressources à l'opérateur pour qu'il puisse opérer. Et ces ressources, on les appelle souvent des ressources rares. C'est les fréquences. D'accord. Et puis, c'est des numéros qu'il faut attribuer également à l'opérateur pour qu'il puisse offrir les services sur le marché. Et quand tout ça c'est fait,
il y a maintenant les contrôles derrière. Vous avez attribué une licence à un opérateur, vous lui avez donné toutes les ressources nécessaires et par derrière, il faut contrôler si les engagements que l'opérateur a pris, notamment les cahiers de charges, sont respectés. Donc, c'est globalement ce que je peux dire sur les missions de l'ARCEP. D'accord. Comment j'écoute, j'ai l'impression d'avoir un gendarme en face. Si la question est téléphonie mobile, et parce que d'un côté il y a le consommateur, il y a celui aussi qui lui offre des services à chaque fois, et puis on a donc les plaintes qu'on entend chaque matin. Nous on a des émissions radiophoniques, et donc chaque matin ça appelle, on n'est pas content, et donc on découvre aujourd'hui qu'au milieu il y a l'ARCEP qui doit veiller aussi à un certain nombre d'éléments. Et justement, rien que cette semaine, ou un peu avant, vous avez décidé de rencontrer d'abord les opérateurs téléphonie mobile, après je pense qu'il y avait les consommateurs eux-mêmes, et puis bon, les hommes aussi de médias. C'est à la 5e édition je crois, ou bien ça a commencé il y a longtemps? Oui, pour les hommes de médias c'est la 5e édition, parce que ça, on a commencé en 2018. Pour les consommateurs, nous avions avant un cadre de concertation, mais qui a évolué en atelier pour prendre en compte toutes les associations de consommateurs. D'accord. Voilà. On comprend donc pourquoi ces deux ou trois ateliers, trois en gros. Mais justement, qu'est-ce qui ressort de façon générale pour ce qui est de l'avis des consommateurs? Parce que nous tous ici, on est quand même demandeurs de ces services-là. Mais qu'est-ce qui sort le plus souvent? De l'atelier. Alors cette année, parce que les années passées, nous avions fait des ateliers en embrassant un peu toutes les problématiques qui se posent dans le secteur. Mais cette année, nous allons nous focaliser sur un thème. Okay. Comme vous l'avez bien mentionné, quand on écoute les émissions interactives, quand on reçoit les plaintes également au niveau de l'ARCEP, la majorité des plaintes portent sur les offres commerciales des opérateurs. Les consommateurs n'arrivent pas à comprendre certaines offres. Et le nombre est tellement élevé aussi que on se perd souvent dans toutes ces offres. Donc, pour être concret, c'est les SMS qu'on reçoit tout le temps. Et puis on regarde, jouez ça, faites ceci. C'est de ça que vous parlez, ces offres-là? Oui, ce sont ces offres. D'accord. Parce que vous aviez, par exemple, on vous dit, si vous rechargez aujourd'hui, dimanche, vous avez des bonus. Si vous rechargez demain, lundi, vous avez encore des bonus. Mais c'est différents types de bonus. Voilà. Donc les gens se perdent. Je me dis, si j'ai rechargé dimanche que j'ai des bonus, et lundi encore j'ai des bonus, et mardi j'ai des bonus, et pourquoi est-ce que tous ces bonus ne se cumulent pas? C'est ça. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posaient, et les consommateurs se perdaient vraiment dans ces offres. Donc on s'est dit, on focalise vraiment l'atelier cette année sur les offres commerciales des opérateurs, et puis les préoccupations des consommateurs par rapport à ces offres. En tout cas, moi, pour commenter, on attend vraiment que ces consommateurs qui ont pris part à cette rencontre-là puissent partager l'information, notamment en ce qui concerne les réponses qui ont été données. Parce que justement, à la suite de la question de M. Vaha, je me pose cette question-là. Malgré ce que vous êtes en train de dire, chaque matin, c'est les mêmes plaintes qui reviennent, c'est toujours similaire les plaintes. Et c'est comme ça chaque année. À la fin, on a envie de se demander, mais est-ce que l'ARCEP agit réellement? Quels sont les moyens dont dispose l'ARCEP pour faire respecter le cahier de charges par l'opérateur? Alors, pour faire respecter le cahier de charges par l'opérateur, je vous l'ai dit, dans le cahier de charges, il y a plusieurs types d'obligations. Okay. Il y a des obligations techniques, donc ça c'est lié à la qualité de service, et puis à l'obligation de couverture du réseau. Mais il y a aussi des obligations économiques qui consistent à transmettre un certain nombre d'informations à l'autorité de régulation pour faire des analyses. Donc chaque fois, nous sommes en train de faire des études, des analyses pour demander à l'opérateur d'aller dans tel sens ou dans tel autre sens. Alors, au niveau des obligations techniques, puisque c'est là-bas que se pose le problème de la qualité de service, nous faisons des contrôles. Nos équipes sont tout le temps sur le terrain en train de faire des contrôles. Ils produisent des rapports.
Et donc ces contrôles-là révèlent qu'à des endroits bien précis, la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Donc, quand le constat est fait, on demande à l'opérateur de nous communiquer les actions qu'il compte prendre pour corriger ces non-conformités. Et après, il y a encore un autre contrôle pour vérifier que ça a été corrigé. Si ce n'est pas corrigé, alors on passe à la sanction. Et justement, c'est quoi ces sanctions-là assez souvent? Bon, on entend parler de celles pécuniaires et tout, mais quelles sont ces sanctions? De quelles ordres sont ces sanctions aussi? Alors, les sanctions, on fait d'abord, il y a d'abord la mise en demeure qui est prévue par la loi. Il faut forcément passer par une mise en demeure. Et quand la mise en demeure n'est pas respectée, il y a des sanctions pécuniaires. La première sanction pécuniaire, c'est un montant du chiffre d'affaires de 1 à 2%. Et quand il y a une récidive, ça peut aller jusqu'à 5%, c'est ce que la loi dit. Et après ces sanctions pécuniaires, il y a d'autres types de sanctions, comme la suspension de la licence même de l'opérateur. Et il y a aussi une sanction qui consiste à réduire la durée de la licence. Vous savez que les licences ont été attribuées pour des durées 10 ans. Donc, il y a la possibilité pour le gouvernement de réduire la durée de la licence. Et la sanction ultime, c'est vraiment le retrait de la licence. Il y a une question que je me pose. Oui. Quand on entend toute cette batterie de sanctions possibles, de mesures, comment est-ce qu'on en est à ce que chaque matin les gens se plaignent? Non, la qualité de nos communications n'est pas bonne, les services, on entend des plaintes à longueur de journée. C'est à croire que l'ARCEP aussi ne sanctionne pas tant que ça. Et pourtant. Rassurez-nous alors. Et pourtant. Alors, je dirais, vous savez, nous sommes engagés dans une démarche qualité depuis 2 ans. Et la démarche qualité veut qu'on travaille à s'améliorer de manière continuelle. Et en qualité, on dit le train qui arrive à l'heure c'est pas là le problème, c'est le train qui arrive en retard qui est le problème. Alors, au niveau de la qualité de service, il faut relativiser. On ne peut pas dire globalement que la qualité de service n'est pas bonne. Mais je vous avoue que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où la qualité de service n'est vraiment pas bonne, vous avez l'impression que vous n'avez jamais eu une bonne qualité de service. C'est ça. Voilà. Donc, c'est la perception du consommateur, je peux dire. Voilà. Oui, allez-y. Ok, justement, par rapport à ce dont parlait Monsieur Var, le train qui n'arrive pas à l'heure, il mérite des sanctions. À ce jour, si on fait les statistiques, depuis que l'ARCEP existe, quelle est la plus lourde des sanctions qu'elle a pu prendre? Alors, c'est essentiellement des sanctions pécuniaires. Et puis, dernièrement, il y a eu des mises en demeure qui ont été faites. Donc, la sanction pécuniaire la plus lourde qui a été prononcée, c'est une sanction de 5 milliards qui a été prononcée à l'encontre d'un opérateur. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais c'est à l'encontre d'un opérateur de la place. Voilà. Et justement, nous sommes les consommateurs. C'est nous qui sommes lésés lorsque les services ne sont pas bons. On sanctionne 5 milliards. On a l'impression que nous, on ne gagne rien dedans. Pour parler un peu comme l'homme de la rue. Ça va à quoi? Ça sert à quoi, les 5 milliards quand ça va? Alors, les sanctions pécuniaires, c'est vrai que c'est l'ARCEP qui fait tout le travail de contrôle, de production des rapports, de proposition même de la sanction. Et quand la sanction est prononcée, l'opérateur doit payer le montant de la sanction au trésor public. D'accord. C'est au trésor public que le montant de la sanction est reversé. Et la loi nous dit que le montant, la répartition de ce montant-là doit être fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la communication électronique et du ministre en charge des Finances. Voilà. Mais il devrait logiquement repartir à l'amélioration plutôt de la qualité, puisque c'est nous qui sommes lésés. Normalement, l'arrêté, mais un arrêté qui n'a pas encore été pris. D'accord. Voilà. Sinon, normalement, on devrait pouvoir le reverser, ne serait-ce que dans le fonds de service universel, qui est destiné à couvrir les zones où les opérateurs n'y sont pas.
D'accord. Bon, c'est vrai, il y a cette question que nous, consommateurs, on se pose chaque fois. Comment se fait-il que malgré tout, la qualité du réseau n'y est pas? Alors qu'en introduction, vous avez dit, lorsque on a la licence, il y a des obligations, vous devez mettre à disposition des obligations pour que l'opérateur puisse travailler. Est-ce que l'État est toujours présent? Il y a des exemples, hein. On a la bonne volonté d'installer par exemple un pylône dans un quartier, la population s'y oppose, il y a des zones qui sont inaccessibles pour raison de sécurité, donc c'est bien qu'il n'y a pas la qualité du réseau. Est-ce que l'État a toujours été aussi présent, a toujours fourni les moyens aux opérateurs pour pouvoir travailler? Alors, il faut dire que pour l'installation, effectivement, on connaît il y a des difficultés pour l'installation des pylônes. Parce que, je vous disais tantôt, pour sanctionner, il faut faire un contrôle. Vous faites le contrôle, vous demandez à l'opérateur de proposer des actions pour corriger ce que vous venez de trouver comme non-conformité. L'opérateur, dans son analyse, dit il faut installer un autre site parce que la population, le seul site qui existe par exemple dans le quartier ne peut pas couvrir toute la population, donc il faut un deuxième site. Et en ce moment, et après il est confronté à la population qui s'oppose. Alors quand ça se passe, l'opérateur nous saisit, nous ARCEP. Et ce que nous faisons, nous allons rencontrer les populations, nous leur expliquons pourquoi est-ce que l'opérateur doit implanter le pylône. Il y a des moments où on a pu décanter la situation, l'opérateur a pu installer, mais il y a des moments où les populations sont intransigeantes. Et en ce moment, il faut que l'opérateur fasse recours à la justice pour trancher une bonne fois. Et peut-être j'ai une autre question, c'est que quand on parle d'opérateurs, au Burkina on en a combien? C'est au téléphonie mobile, c'est 3. Certains nous disaient qu'à chaque fois on nous dit il y a un quatrième qui vient, après on n'en entend plus parler, un quatrième qui vient, après on n'en entend plus parler. Est-ce qu'il y a un quatrième qui vient? Un quatrième qui vient, ça c'est une devinette. Parce que nous avons tenté à 2 reprises de faire entrer un 4e opérateur sur le marché des communications électroniques au Burkina. Malheureusement, ça a été infructueux. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Alors, rien ne bloque parce que le marché est ouvert depuis 2008. Avec la loi de 2008, le marché est totalement ouvert. Donc, on a lancé un appel d'offres sur instruction même du gouvernement, puisque c'est des licences qui sont délivrées par le gouvernement. Sur instruction du gouvernement, on a lancé un premier appel d'offres qui a été infructueux. On n'a pas reçu d'offres. Notre marché n'est pas attractif. Qu'est-ce qui fait que c'est ainsi? Vous savez, le secteur des communications électroniques est assez budgétivore. Quand vous arrivez, pour rentrer sur le marché, il faut payer une licence. Ensuite, il faut investir énormément. Et comme c'est un secteur qui évolue assez rapidement, hier on parlait de 2G, actuellement on parle de 4G. Et si vous ne suivez pas l'évolution, vous restez derrière. Voilà. Et quand on regarde au niveau de la sous-région, on a des pays qui avaient par exemple attribué 7 licences, mais qui ont été à un moment donné obligés de recentrer et de fusionner certains opérateurs, si bien qu'ils sont à 3. Donc quand on regarde dans la sous-région, le nombre maxi c'est 3. Je ne sais pas si je peux citer certains pays. Allons-y. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, actuellement, on est à 3 opérateurs. Au niveau du Sénégal, c'est 3. Et au Togo, c'est 2. Chez nous, c'est 3. Donc, et au Bénin également. Au Bénin, ils sont à 2 opérateurs. Voilà. Donc, ceux qui avaient attribué plus se retrouvent face à la réalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Allez-y. Moi, ma question, c'est concernant les consommateurs. On se plaint. Pourtant, ils ont des organisations, comme ce fut le cas lors de cet atelier. Il y a certes l'ARCEP qui fait un travail de contrôle, mais on voit aussi que dans d'autres pays, il y a la pression des consommateurs aussi qui amène parfois les opérateurs à fournir des services de qualité. Pour ce cas de figure, est-ce que l'ARCEP travaille en tandem avec les consommateurs pour que régulièrement ce travail-là puisse être fait? D'ailleurs, ils sont au nombre de combien qui viennent vous voir très souvent? Ils sont au nombre, ceux qui viennent vraiment vers l'ARCEP sont au nombre de 2. D'accord. Ils sont au nombre de 2 avec qui nous travaillons beaucoup parce que, je vous disais, quand nous faisons des études,
nous partageons en fait les résultats des études avec ces associations de consommateurs-là pour aussi avoir leur retour avant de décider. Voilà, parce que c'est avant tout pour le consommateur. Alors, votre première question, c'était... J'ai commencé par la fin. Non, c'est pour voir un peu qu'est-ce qui... En fait, c'est l'objectif qui est visé par ces ateliers-là que nous avons avec les associations de consommateurs. C'est déjà de poser leurs préoccupations. C'est pourquoi je pose ma question. Oui. Parce que là, vous touchez du doigt un problème. Vous dites qu'il y en a 2 qui viennent vous voir régulièrement, alors que je passe sous le contrôle de notre directeur des rédactions. À longueur de journée, on a des invitations d'associations de consommateurs qui se plaignent, mais sans pour autant prendre le soin de vous contacter. De consommateurs? Oui. Oui. Effectivement, nous avons aussi constaté ces derniers temps, il y a eu beaucoup de communication d'associations de consommateurs, mais qui n'étaient pas venus vers nous. Donc, nous avions écrit pour l'organisation de cet atelier. C'est nous qui sommes plutôt allés vers cette association en question pour lui demander de participer à l'atelier. Et ça serait aussi l'occasion pour lui de poser ses préoccupations ensemble avec les autres associations de consommateurs. Moi, j'aurais aussi une dernière question. Très souvent, qu'est-ce qui est la réponse qui est donnée par les opérateurs de téléphonie mobile, les entreprises là elles-mêmes? Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, mais quelle explication on donne en face? Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup qui se plaignent, par exemple, des nombreux messages qu'ils reçoivent. Et il y a même les heures auxquelles ils reçoivent des messages. Ça devrait être encadré. Mais comment est-ce qu'ils se l'expliquent? Si je prends le cas spécifique des messages, les messages sont encadrés. D'accord. C'est peut-être pas la loi qui régit la communication électronique, mais c'est plutôt une autre loi qui régit les transactions électroniques, qui encadre les messages. Mais cette loi, ces dispositions disent que si l'opérateur a recueilli les coordonnées de l'abonné au moment où il fait l'abonnement, et si c'est des produits similaires à ce qu'il a vendu à l'abonné, il peut lui envoyer les messages. Donc ça, c'est le principe. Et maintenant, on lui dit, au moment de l'abonnement, il devrait pouvoir expliquer à l'abonné pour qu'il puisse faire le choix de ne pas recevoir de messages commerciaux. Voilà. Maintenant, ça, c'est pas fait. Mais au moment où nous faisions les cahiers de charges pour les licences technologiquement neutres, nous avons tenu à ce que dans les contrats d'abonnement, ça paraisse clairement. Maintenant, la difficulté qu'on a, on a une population qui est aussi... qu'il faut aussi sensibiliser. Voilà, qu'il faut sensibiliser déjà sur la question. Mais lors de l'atelier... il y a eu une recommandation forte sur ces messages commerciaux-là. D'accord, laquelle? Voilà. La recommandation qui était adressée aux opérateurs, c'est qu'ils permettent, au moment où ils envoient le message, les SMS-là, de prévoir en même temps le mode pour que l'abonné qui ne veut plus recevoir ces messages-là puisse envoyer un message pour dire je ne veux plus recevoir ces messages. On le dit aussi ainsi, mais il y a une difficulté et il y a du réalisme aussi à avoir. Et ces messages sont aux maisons de téléphonie mobile ce que la publicité est à la télé, par exemple. Tout à fait. On propose des programmes, on essaie d'avoir le maximum de téléspectateurs et après on vend leur attention à certaines personnes en leur imposant des pages publicitaires. Maintenant, après, quand on fonctionne comme ça, comment les téléphonies mobiles s'en sortent? Mais elles font aussi de la publicité. Mais en fait, la difficulté ici, c'est que le consommateur qui n'est pas demandeur. Parce que quand vous faites la publicité, c'est celui qui veut bien voir qui... Parce que nous, on donne la possibilité de zapper. Bon, pas la possibilité de vous lever, ou bien, si le programme vous plaît tellement, vous patientez, et puis après, vous reprenez. Voilà. Mais ici, c'est comme s'il imposait. Et après, il y a les heures aussi d'envoi qui perturbent les gens. Voilà. Mais les heures, c'est encadré aussi. Les heures, c'est encadré.
Non, les heures ne sont pas encadrées. Mais nous avions travaillé auparavant avec les opérateurs pour leur demander de réduire. Parce que la pratique maintenant et au départ n'est pas la même. Parce qu'avant, on pouvait recevoir à longueur de journée des messages. Et même tard dans la nuit, on recevait des messages. Et maintenant, ils ont essayé de recadrer. Mais comme on dit, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Dernière question que je vous permets. Je pense que moi, c'est plutôt beaucoup d'enseignements. C'est peut-être dire aussi que vous occupez le secteur des postes. Est-ce qu'au niveau de la poste, il y a aussi des difficultés que vous rencontrez? Oui, au niveau de la poste, il y a des difficultés. Par exemple, au niveau de la poste, c'est principalement les opérateurs illégaux. Il y a beaucoup d'opérateurs illégaux. Parce que le simple fait de transporter même le courrier d'une localité à une autre, c'est un service postal que l'opérateur fait. Donc il y a beaucoup qui ne sont pas déclarés auprès de l'ARCEP, qui n'ont pas d'autorisation, alors que les autres en ont. Donc il y a ce problème-là que nous sommes en train de chercher. Est-ce que c'est l'occasion de leur dire, peut-être que certains aussi exercent sans savoir, qu'ils peuvent passer vous voir pour régulariser la situation? D'accord. Dans ce cas, toutes les compagnies, je ne sais pas moi, de transport, là, seront... Oui, mais ils sont à jour, oui, certains sont à jour. Oui, il y a des compagnies de transport qui ont des autorisations auprès de l'ARCEP. D'accord, ce qui est bien dit. Et c'est donc bon de savoir, et c'est bon la sensibilisation. Merci bien à vous, Madame Salamata Rwamba, d'être passée. Je rappelle que vous êtes la directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP. Merci d'être passée. Merci aussi à David Nana pour ce temps qu'on a passé ensemble et à mieux connaître l'ARCEP et ses missions. Merci, M. Ouais, ça a été un plaisir. On va terminer par la dernière rubrique de ce JDS, c'est la partie sport. Et le premier reportage, on va s'intéresser à des matchs de préparation. On va parler de l'éliminatoire de ce que nous avons comme championnat national 2023, CHAN. Les étalons locaux ont entamé la deuxième phase de leur préparation pour la double confrontation. C'est face aux éléphants donc, de Côte d'Ivoire. Cela devrait se faire la semaine prochaine. C'est en aller et retour. On enregistre l'arrivée de nouveaux joueurs dans le groupe et des départs également. Ils sont aujourd'hui 35 donc, à s'entraîner. Donc, dans l'effectif, et pour ce qui est de la shortlist, il faudra attendre au plus tard le 27 août pour l'avoir. Donc retour sur ces préparatifs. Les étalons locaux ont entamé la deuxième phase de leur préparation pour la double confrontation avec la Côte d'Ivoire. Un regroupement depuis ce jeudi, ils se sont mesurés une fois de plus au RCK. Si le score de 2-0 est en faveur des étalons locaux, but marqué par Kamsié Rodrigue et Iribié Kalou, le contenu n'est pas fameux selon Oscar Barreau. Je les trouve beaucoup plus enthousiastes et beaucoup plus entreprenants et encore dans tout le déroulement, à savoir l'aspect tactique et physique, on a monté d'un pas. Donc je trouve que l'équipe commence à être plus intéressante qu'au premier stage. Je pense que nous allons jouer un autre match amical contre une équipe de la place à Ouagadougou ici, notamment entre la douane et Salitas, nous verrons. Ensuite, nous avons un match le 18 contre l'équipe nationale également A' du Niger en deux phases, le 18 et le 21. Donc nous allons jouer deux matchs contre cette équipe avant de rejoindre Abidjan pour Yamoussoukro pour notre match. Pour l'heure, Oscar Barreau continue de ratisser l'âge afin de pouvoir faire un bon choix. Ainsi, pour cette deuxième phase, il intègre de nouveaux joueurs comme Yul Walter de Majestic, Clément Pitroapa de retour de la SEC d'Abidjan, Assami Sansanda de retour de Oraya en Guinée, pour ne citer que cela. Au total, 35 joueurs sont présents et pas d'équipe type à moins de 2 semaines du premier match. Ah oui, on ne peut pas avoir le noyau, d'autant plus qu'on avait fait la sélection à partir du championnat passé. On s'est rendu compte qu'il y a certains qui n'ont plus les verbes du championnat passé. Et lors des matchs que nous avons pu délivrer contre certaines équipes et même au niveau de la Super Coupe à JSB, nous avons vu qu'il y a certains joueurs qui tirent un peu plus vers le haut, tels que Abouakar Siriki. Et voilà, et Pitroapa qui vient de finir le championnat avec la SEC d'Abidjan. Samy également qui est rentré de la Guinée. Donc nous avons dit pourquoi ne pas les faire venir et puis voir davantage ce que nous pouvons tirer d'eux et faire monter le niveau du groupe sur tous les plans. Parce qu'avec leur expérience, je pense que ça va être un plus par rapport à l'équipe qu'on avait déjà sur place.
Qu'à cela ne tienne, Oscar Barrow se dit confiant. Pour lui, au vu de ce qui a été déjà fait, il y a des signes de satisfaction. Ah oui, et moi je suis confiant, et vu ce que nous sommes en train de faire, et vu ce que nous sommes en train de voir actuellement, par rapport au travail déjà abattu, je pense qu'il y a vraiment des sentiments d'espoir que nous avons. Et moi j'ai pleinement confiance à ces jeunes-là. Et même ils sont conscients, ils sont beaucoup plus sérieux même qu'au premier stage. Donc c'est dire que tout le monde est conscient. Et dans ce sens, on ne peut qu'être confiant pour le résultat final. L'entraîneur des étalons locaux dans les jours à venir procédera au dévoilement de la liste définitive des joueurs retenus pour la double confrontation contre les éléphants locaux de Côte d'Ivoire qui débute le 27 août prochain. Une partie sport que nous débutons avec du foot, avec le CHAN qui est en train de se préparer. On a vu avec ces étalons-là, 35 pour l'instant. Après, on aura, comme je le disais, la liste plus short. Et pour l'instant, c'est, on va dire, à se préparer, à faire quelques réglages et puis à voir dans ce qu'on a aussi comme élément, ceux qui sont à même de pouvoir nous donner la victoire pour ce qui est de ce aller-retour avec les Ivoiriens. Je suis rejoint par Claude Lomba, avec qui j'anime cette partie sport. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de True TV. En tout cas, on est ravis d'être là. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, parce qu'on avait promis qu'on allait parler boxe aussi dans la partie sport de ce JDS. On est avec Alexis Kaboré, dit Yo-Yo. Bonsoir champion. Ouais, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et il y a aussi Anassé Kwanda, c'est entraîneur ou bien coach, parce que je ne sais pas comment on dit. Entraîneur, coach. Voilà, et le formateur aussi. Voilà. Okay. Donc merci bien Kwanda d'être avec nous. On va parler boxe, mais on va continuer toujours de rester un peu dans ce par quoi on a commencé le football. C'est aller-retour, c'est CHAN. On connaît bien ces rencontres-là. La Côte d'Ivoire, on connaît quand même aussi assez bien. C'est des locaux qui vont s'affronter. Nos chances pour vous? Non, il faut dire que c'est vrai qu'à ce niveau de la compétition, le Burkina n'a pas rougir face à la Côte d'Ivoire, parce que dans des confrontations avec des équipes, soit au niveau des petites catégories ou en tout cas au niveau des locaux, la suprématie semble être de plus en plus vers le côté du Burkina Faso. Donc ce côté-là, le mythe ivoirien est tombé. Maintenant, ça reste avec les A, mais je pense que là aussi, les Ivoiriens ont toujours eu du fil à retordre devant le Burkina, même si les Burkinabés ont commencé à comprendre que l'orgue ivoirien n'est pas aussi indétournable que ça. Et donc on s'y prépare. En ce qui concerne les locaux, je pense que peut-être que ce qui trouble un peu, c'est qu'on n'a pas le championnat n'a pas repris. Donc c'est comme si Oscar Barrow et Amadou Sampo sont dans l'inconnu, pas forcément dans l'inconnu, c'est vrai ils connaissent en tout cas le cru national, et donc ils connaissent un peu les éléments qu'ils ont. Mais comme on sait en football aussi, quand vous êtes en compétition, c'est pas pareil. Je pense que l'année passée, ceux qui étaient l'année passée, c'est pas forcément la forme de ce moment d'aujourd'hui. Donc du coup, ils se retrouvent sans je dirais, ce qui leur permet, un révélateur qui leur permet donc de pouvoir faire une sélection véritablement objective. Une sélection type. Voilà, une sélection objective qui permet évidemment donc de connaître la valeur réelle donc des joueurs par rapport donc à cette double confrontation. Maintenant, qu'il faut-il faire? Il y a des noms qui y sont. Vous l'avez vu déjà citer le retour donc de Pitrapa, de Romaric Pitrapa et de Clément Pitrapa plutôt, et de Sami Yen qui lui était du côté donc de la Guinée. Donc du coup c'est vrai qu'ils sont revenus, donc ils sont éligibles donc pour participer à cette double confrontation là. Donc je pense que ça peut être un pain béni, mais on aurait aimé quand même que Oscar Barrow soit aidé dans sa tâche par les ligues qui auraient pu, parce qu'on a vu que ça tarde trop les compétitions des ligues qui permettaient donc de préparer les équipes d'avant-saison. Mais là ces compétitions n'ont pas lieu, donc les équipes n'ont pas eu de préparation en tant que telle. On a vu, c'est vrai qu'on essaie de jouer des matchs amicaux il essaie de jouer des matchs amicaux comme ça, mais ce n'est pas aussi révélateur que ça. C'est vrai que du côté de la Côte d'Ivoire aussi, on n'a pas repris, mais on ne va pas regarder du côté du voisin pour ne pas se préparer, alors que là, le Burkina avait la possibilité, comme les années antérieures, avec la Coupe de la Ligue au niveau du centre, la Coupe de la Ligue au niveau des hauts bassins, qui aurait pu permettre donc à Oscar Barrow d'avoir des joueurs compétitifs et d'avoir au moins quelque chose sur quoi s'appuyer. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que Oscar Barrow est un homme averti.
il connaît bien le milieu. Et je pense que c'est un fin tacticien également aussi. Il a beaucoup de tout dans son sac. Et je pense que du côté de la Côte d'Ivoire, on doit beaucoup se méfier de cet homme-là parce que il est comme on dit, tout ce qui touche semble être souvent de l'or. On l'a vu avec les étalons cadets il n'y a pas longtemps, les étalons juniors il n'y a pas longtemps. Donc c'est dire que quelque part, c'est un homme qui connaît bien les joueurs. Et je pense que le Burkina a son mot à dire face à la Côte d'Ivoire dans cette double confrontation. Et je pense que logiquement, ça doit pouvoir passer. D'accord. Autre actualité, c'est la Ligue régionale du centre de football qui a tenu son assemblée générale ordinaire 2021-2022. C'était hier samedi à Ouagadougou. Donc, entre autres, il était question pour cette structure-là donc de faire le bilan de l'organisation des différents matchs de Ligue 1 Lonabé, de Ligue 2, de 3e division dans la région du centre, mais aussi dégager des perspectives pour le rayonnement du football dans cette même région. On va faire le point avec Hyacinthe Savadougou. Ce sont plus de 100 matchs en Ligue 1 Lonabé, Ligue 2, Ligue 3, les petites catégories et les D3 qui ont pu se jouer en toute quiétude dans la région du centre, saison 2021-2022. À l'issue du championnat dans son ensemble, c'est un bilan positif qui tire la Ligue. Même si des avancées notables sont à constater, des points restent à parfaire avec l'ensemble des clubs de la région du centre, mais aussi les moyens financiers qui restent un véritable problème pour la Ligue du centre de football. C'est sans détour, vous prenez les D3, c'est les parents pauvres. Il faut qu'on arrive à avoir des moyens pour organiser un vrai championnat de D3. On a au moins 170 équipes en D3. Et même s'il y a 50 qui s'inscrivent, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à les faire jouer 3 matchs dans l'année. Alors donc ça c'est un souci au niveau de la Ligue régionale du centre. Ensemble, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on trouve les fonds. C'est là où on avait des soucis. Et jusqu'à l'heure actuelle, vous savez, on n'arrive même pas à organiser un bon championnat au niveau des D3. Ils ont joué, mais c'est 2 matchs. 2 matchs quand même pour toute une saison, c'est pas la peine. Le directeur régional des sports et des loisirs salue la tenue de cette assemblée générale et promet de pallier les difficultés que rencontre la Ligue du centre de football. La Ligue du centre de football fait bien de tenir ces instances. Donc nous sommes venus les encourager et dire toute notre disponibilité à travailler bien sûr avec cette structure. Il faut dire qu'effectivement il y a des doléances, mais nous allons travailler. Nous ne sommes pas à un niveau de décision, mais nous allons en tout cas voir avec l'autorité. Je veux parler de monsieur le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, comment nous allons pouvoir accompagner cette structure et les autres structures également. Le président de la Ligue du centre de football a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations au Rail Club du Kadiogo pour son sacre au championnat de la Ligue 1 Lonabé et à l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso. Les mêmes félicitations ont été faites au Real du Faso pour sa montée en Ligue 1, mais aussi au Sporting Club de Koubri, champion en 2-3 national. Justement, Claude Romba, petite réaction après ce bilan qu'on nous a fait. Non, mais déjà, c'est bon de respecter les règlements statutaires, de pouvoir tenir une assemblée générale, c'est déjà quelque chose de bien. Et qu'on puisse, une chose est de tenir l'assemblée générale, une autre aussi est de pouvoir véritablement poser les problèmes et de les affronter de façon réelle, pour ne pas qu'il y ait, en tout cas, je pense que l'assemblée générale, c'est l'instance suprême d'une association, donc je pense que c'est déjà bien. Maintenant, on a su comment ça s'est passé un peu tout au long de l'année. En tout cas, il y a eu beaucoup de bisbilles au sein de cette ligue-là. J'espère qu'on a pu fumer les calumets de la paix et que les uns et les autres ont pu mettre de l'eau dans leur vin. Sinon, apparemment, tenir une assemblée générale sans véritablement régler les problèmes, je pense que ce n'est fait que déplacer le problème et que ça va revenir. Maintenant, ils avaient l'occasion également aussi, devant l'autorité qui est le directeur régional des sports, pour poser le problème qui était donc cette question de la répartition, la clé de répartition des recettes de match qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit, ce qui est comme la réalité. Et je pense que c'était l'occasion pour aussi, c'est l'occasion pour aussi de poser le problème. S'ils l'ont pas fait, je pense que c'est pas encore tard, mais c'est toujours bon de poser ce problème-là parce que ça va encore revenir. Mais de façon, je pense que d'une façon générale, c'est positif déjà qu'on puisse avoir les structures puissent tenir leur assemblée générale. Je pense que ça déjà, c'est un bon point.
D'accord. On va à présent laisser les questions de football. On va s'intéresser à la boxe parce que on a un entraîneur, un formateur donc de boxe avec nous, et puis on a un champion, Alexis Kaboré, dit Yo-Yo. Déjà, comment se porte le champion? Oui, je me porte bien. Je faisais la confidence tout à l'heure. Hein. Vous et moi, c'est le même gabarit, mais vous vous cognez dur. Justement, je viens vers Konda. Vous êtes coach et donc formateur. Comment on décèle chez quelqu'un qu'il va être bon boxeur? Moi, quand je regarde ce gabarit, il est commun. Voilà. Il est commun. Vous savez, c'est le calme. Vous voyez, il est calme. Quand vous le regardez, vous dites, ah, lorsque lui, il peut faire quelque chose. C'est ça le talent sur le boxeur. Il n'est pas, il se précipite pas. Il est calme, tout doux, il accepte tout. Mais quand il est sur le ring, à ce moment, vous allez le connaître. Il n'est pas pressé. Il va arriver à son objectif. C'est ça le vrai boxeur. Il faut apprendre à observer pour détecter les vrais boxeurs. C'est comme ça nous on fait. Et celui qui aime trop la bagarre, lui, on ne prend pas. C'est-à-dire c'est pas le muscle là qu'on voit, c'est pas ça. Il y a toute une philosophie, il y a des valeurs à véhiculer dans la boxe. Il ne faut pas avoir le coup de poing. C'est les valeurs que véhicule la boxe qu'il faut voir. Non, ça n'a rien à voir avec la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. Justement, je vais revenir vers Alexis. Comment tu tombes amoureux de ce sport-là? Comment est-ce que tu y viens? Ok, je suis tombé amoureux de la boxe il y a très longtemps, dès mon jeune âge. Parce que j'étais petit, j'ai pu dire parce qu'il y a très longtemps, on était nombreux, on partait à la maison du peuple. Ça. Derrière la maison du peuple, il y a un petit salle qui est renommé Burkina Club. C'est là-bas que j'ai commencé. Je partais, on était petit parce qu'on ne dépassait pas les 15-16 ans. D'accord. Voilà. Bon, c'est ça que le temps de partir tous les jours, et c'est là que j'ai aimé la boxe. Et puis c'est quand est-ce que tu décides de faire le pas? Tu dis, bon, ça, c'est ce que je vais faire dans ma vie. J'ai fait la boxe là, ça veut dire par 2 temps, parce que j'ai fait l'amateur, mais en temps j'ai laissé, et en ce moment, Navaloum boxait. C'est après le départ de Navaloum que j'étais avec Jean-Pierre Maillet, qui était l'entraîneur de Navaloum, qui m'a fait appel que le revenu. Que depuis mon enfance, il voit que je peux faire quelque chose dans la boxe, qu'il me fait confiance. Si je travaille, je peux être champion comme Navaloum. Bon, c'est avec ces encouragements que je me suis lancé encore dans la boxe. Et il m'a pris réellement, il m'a bien formé. Et j'ai eu de bons résultats aussi dans la boxe. En tout cas, Jean-Pierre Maillet, qui reste quand même un grand bonhomme de la boxe burkinabé. Mais en matière, justement, pour terminer, parce que je vais faire un peu le résultat là, et souvent, quand on en parle à la famille, la première des choses, mais toi, c'est pas là que tu boxes, tu veux faire. Il n'y a pas eu cette approche-là, il n'y a pas eu ces... Bon, disons, il n'y a pas eu cette approche-là parce que, bon, la famille m'a soutenu parce que j'avais un boulot et j'ai arrêté mon boulot même pour aller m'entraîner même et la famille m'a accompagné. D'accord. Ça veut dire que c'était dur le début, mais j'ai laissé mon travail tout. En temps, bon, la famille dit que lui, là, réellement, il faut le laisser faire. Bon, c'est vraiment ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Oui, Claude, allez-y. Non, je parlais un peu de Jean-Pierre Maillet qui quand même est ce grand bonhomme de la boxe burkinabé parce que là, sous sa coupe en tout cas, il a fait passer beaucoup de champions. Je pense qu'il se serait également aussi dévolu totalement à la boxe burkinabé et je pense que c'était une occasion aussi de lui rendre hommage. Maintenant, voilà, aujourd'hui Yo-Yo, qui a quand même été champion du monde, hein, vous avez eu la ceinture WBC, c'est ça. Vous avez aussi eu, je crois, 2 ou 3 ceintures. Vous avez défendu. Qu'est-ce que ça? Comment on gère cette carrière-là? Comment on gère ce côté professionnel-là? On n'entend plus parler de vous. Qu'est-ce que vous devenez? Bon, mais pour le moment, ça veut dire qu'on est au temps mort. Je peux le dire comme ça parce que rien ne fonctionne. Parce que depuis 2015-2016 que Patrice a boxé ici. Sous-Toké Patrice a boxé. Le bombardier. Ouais, le bombardier a boxé. Bon, après ça, on n'a plus... Il n'y a pas eu de combat professionnel encore. Parce que la Fédé essaie aussi avec le ministère. Bon, ça n'a pas tout le temps abouti. Pourquoi il n'y a pas de combat professionnel? Il n'y a plus de boxeurs burkinabés capables de prendre des titres, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y en a beaucoup. Parce que nous tous, on pouvait, parce qu'on a eu la chance de refaire d'autres titres, mais c'est le financement qui nous manquait. Parce que le ministère aussi disait, en tant qu'il n'y avait pas d'argent, d'organiser les combats aussi. C'est ça aussi qui a dû faire le problème aussi. Parce que ce qui est quand même difficile et ce qui est quand même récurrent, vous n'avez pas pris votre retraite.
Non, je ne pense pas que Yo-Yo a dit qu'il a pris sa retraite. Ou même maintenant c'est bon. Bon, maintenant je pense que je vais arrêter bientôt. Parce que vous arrêtez parce que vous êtes un peu dépité, parce qu'il n'y a pas eu de... Là vous dites 2015, on est quoi en 2022? C'est quoi 7 ans? Ouais, 2015-2016 que Patrice a boxé. Je pense que depuis lors, on n'a plus de combat professionnel. Voilà, il n'y en a pas, alors qu'on sait que le Burkina a quand même regorgé en tout cas un certain nombre de valeurs. Hein. On avait vu le Python, le Vénin, le Soutoké, le bombardier. Et il y avait aussi des jeunes qui étaient en train de monter, qu'on voyait. Et tout le monde disait que, bon, en tout cas au niveau de la boxe burkinabé, il y avait cette relève-là. Et que, c'est vrai, on a eu des champions comme Boum Boum Nabaloum, il y a eu Idriss Al-Kaïd, il y a vous-même, Yo-Yo, il y a Soutoké, le bombardier. Tous ont été des champions africains. Et puis, paf, on n'en parle plus. Il n'y a plus de combat, on ne boxe plus. Ou bien, quand on entend parler de boxe, c'est plutôt des questions de détournements et des bagarres au sein de la fédération. C'était ça aussi la réalité. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Konda. Je pense que c'est une organisation et à un moment donné, le ministère n'a pas soutenu. Parce que le ministère parlait de boxe amateur, il ne parlait pas de boxe professionnelle, pourtant c'est lié. On ne peut pas dissocier. Comme le football, vous ne pouvez pas dire que le football est amateur et les gens sortent pour le professionnalisme et puis vous les laissez. Non, il faut toujours continuer à soutenir. À un moment donné, les gens avaient dénoncé pour dire que non, ce sont des professionnels et ils se suffisent. Pourtant, non, ils ne se suffisent pas. Il faut accompagner. Si vous n'accompagnez pas, ils ne peuvent pas aller. Voilà pourquoi, depuis 2016, c'est le ministère des Sports qui finançait les combats, presque à 100%. Et à un moment donné, on les lâche. On lâche tous les promoteurs, il n'y a rien. Ils vont faire comment pour s'en sortir? Ça ne peut pas. Si on veut relancer la boxe, il faut que le ministère fasse comme au football. Il faut avoir des subventions pour aider. Si vous n'aidez pas la boxe professionnelle, ça ne peut pas avancer. Voilà pourquoi on a des talents, on a des jeunes. Il peut le dire, il peut confirmer, on a des talents et c'est des lourds. En fait, je disais qu'il fallait faire des options dans le sport burkinabé pour que ça puisse avancer. On a la boxe, on a le cyclisme, on a le football, on a les autres sports qu'on peut voir dans peut-être donner 10 ans, 8 ans pour promouvoir et mettre des moyens. C'est sûr que si on met des moyens, je vous dis 5 ans. Dans 5 ans, la boxe va repartir. Quand on essaie d'oublier un peu les guéguerres entre les... Ce sont des hommes, ça arrive. Ça arrive. Mais si on oublie ça et qu'on accompagne réellement, je pense qu'on sait là où il faut aller toucher, actionner pour que ça puisse relancer. On était en train de parler, je pense que ça peut aller. Je vais peut-être l'appuyer, c'est tellement bien dit que je me dis, si on soutient la boxe amateur, et derrière, on ne peut pas avoir des champions, on ne peut pas avoir des gens qui soient capables, depuis donc l'épisode de Romaric qui a eu ce problème au niveau donc au niveau olympique, Romaric Bassolé, qui était quand même une valeur sûre qui peut nous envoyer des médailles olympiques. Et on regarde, on va soutenir la boxe amateur, et puis bon, paf, c'est fini. Il n'y a plus de boxeurs, alors que le Burkina Faso compte de grands noms au niveau donc de la boxe internationale, au niveau donc des différentes ceintures. Mais aujourd'hui, on a vu le Burkina qui a perdu des ceintures parce que je dirais les boxeurs n'ont pas pu défendre ces ceintures-là. Ils ont perdu, non pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, qu'ils n'avaient pas de la qualité, mais parce qu'ils n'ont pas pu combattre, parce qu'il n'y avait pas de combat. Mais Claude Romba, en amateur aussi, il y a, je pense qu'on fait appel à des mécènes souvent, et on a reçu sur ce plateau ici au JDS. Pour certains sports, quand on enlève le football, c'est vraiment des gens qui le portent, qui ont des activités, qui ont un carnet d'adresses, qui essaient de faire des choses. Mais c'est un peu sur ça seulement qu'on compte. Mais pour ce qui est de la boxe, on a l'impression qu'il y a eu plutôt une guéguerre aussi en interne qui a sapé le peu qu'il y avait. J'ai parlé de 2019. Lorsque vous aviez certains noms, je ne vais pas citer de noms ici en tout cas, mais au niveau de la Fédé, c'était que des problèmes d'accusation de personnes. Quelquefois, ça aussi, ça fait qu'on n'a pas envie de mettre le pied là-bas. Est-ce que c'est pas ça? Parce que moi, je me rappelle, Yo-Yo, à un moment donné, vous étiez aussi un genre de mascotte. Hein. Il y avait beaucoup de grands noms qui s'affichaient avec vous, même pour de la publicité et tout, ça roulait bien. Oui. Mais maintenant, tout ça, c'est... Oui, bon, tant que tu ne boxes pas, mais les sponsors ils vont partir. Hein. Et donc avec Yo-Yo, ça a été aussi pareil, petit à petit, ils sont partis. C'est comme ça. Ils sont partis, et je pense que c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps aussi, ils touchent du doigt un problème. Vous avez le football. Aujourd'hui, quand les étalons jouent, les étalons A jouent, quand ils sortent, on met les moyens. Pourtant, si on soutient le football amateur, même ici au Burkina, et on soutient le football professionnel. Voilà. Alors on ne soutient pas la boxe professionnelle. On dit non, c'est une boxe, on doit pouvoir, donc c'est les mécènes qui doivent s'en occuper. Maintenant,
Si les mécènes, il y avait père son âme, Esaïe Cabré qui est décédé, qui quand même a essayé. Il s'est totalement donné à la boxe jusqu'à se ruiner totalement. Voilà des gens qui sont donnés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de mécènes. Mais derrière aussi, on comprend que ce n'est pas aussi rentable que ça. Mais ils ont besoin juste d'un petit soutien pour nous valoir aujourd'hui. Je sais que derrière vous, il y a encore beaucoup de lauriers qui auraient pu sortir. Parce que quand tu discutes comme ça, in fine, en aparté avec des gens, des anciens boxeurs qui sont un peu découragés et tout, parce que bon, il n'y a pas de combat. Sinon, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Voilà. Sinon, si on dit qu'on soutient la boxe amateur, je ne vous fais pas de confidence. Combien on donne à un champion, le champion national de la boxe burkinabé? On a un qui s'est totalement énervé. Je suis champion du Burkina, j'ai 10 000 francs, je fais quoi? C'est ça soutenir la boxe amateur? Non, je pense que non. Voilà. Non, monsieur les soutient, c'est pour qu'ils puissent être des professionnels demain. Parce que s'ils sont des professionnels, c'est aussi une vitrine pour le pays. Donc, ce n'est pas que le football. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la boxe burkinabé se meurt, ça il faut le dire. Si on s'arrête pour dire qu'on va faire que de la promotion de la boxe, je pense que véritablement le ministère va se tromper de chemin. Maintenant, oui. Allez-y, je voulais ajouter, vous savez, quand vous mettez, nous à la base, c'est comme vous allez construire une maison. Vous avez les fondations, on a tout, et puis on arrive, maintenant on a bâti la maison. Mais pour améliorer, pour que ce soit visible, beau, pour que les gens puissent admirer, accepter la chose. Non, on dit qu'il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que votre base est là, personne ne veut habiter dans la maison. C'est exactement comme ça qu'on peut caricaturer la boxe. C'est pour dire, à un moment donné, les gens, comme il y avait la bagarre entre les gens. Personne ne veut ouvrir. Les mécènes, tous ceux qui voulaient associer leur image, ont commencé à partir doucement. Et le ministère aussi a coupé. Comme si on abandonne les gens en plein vol. Vous arrivez, on dit que c'est rien que boxe olympique. C'est-à-dire qu'on reste amateur. Pourtant, il faut aider les promoteurs. Par exemple, quand je prends Yo-Yo pour sa reconversion, il pouvait faire comme Maillé, aider les petits frères qui montent. Si on le soutient un peu, c'est comme une entreprise que tu ouvres. Si on ne te pousse pas, comment l'entreprise va grandir et puis tu vas tirer les petits. Je pense qu'il est temps qu'on essaie d'organiser la boxe. Aider, on avait dit c'est mieux même de faire les états généraux de la boxe pour voir dans quelle mesure on peut relancer la boxe, pour permettre aux jeunes qui attendent. C'est-à-dire que c'est des milliers de boxeurs, d'enfants qu'on va sortir de la rue pour les donner du travail. Ils sont là, nous sommes un pays de guerriers, de combattants, des gens qui aiment, ils ont la valeur, ils ont l'intégrité, ils veulent montrer. Donnez-leur un peu de moyens. Quand je regarde Yo-Yo, l'image, tout le monde, chacun veut voir Yo-Yo. Tous les enfants, quand vous les formez, je veux être comme qui Yo-Yo. Imaginez ces enfants-là, c'est des milliers de yo-yo qui attendent. Il faut pousser un peu seulement. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Justement, Yo-Yo, ton dernier combat, il date de... Je boxe au 2015 ou 2014, ouais. C'était où? Au Palais. Au Palais. C'est juste après celui du Mexique, là ou... Non, c'est après le Mexique, parce que c'est au Palais avant d'aller au Mexique. Ah oui, c'était le Palais avant d'aller au Mexique. Avec, c'était quoi? Ray Vargas. Ray Vargas, ouais. C'était pas facile, hein. Ouais, bon. mais on a vu la maison du peuple donc chavirer à un moment donné, on a eu quand même un peu peur. Mais est-ce que ce combat revient, peut-être si on se remet un peu ce combat, je pense que ça nous a donné beaucoup de frayeur quand même. À un moment donné, on a cru que ça n'allait pas passer pour Yo-Yo. Bon, parce que vous parlez de Vargas et vous parlez de qui? À la Maison du Peuple. Ah ouais, la Maison du Peuple, bon là c'était contre le Philippin. Voilà, le Philippin. Ça, j'ai assisté, oui. Mais j'étais bien préparé ce combat, ce combat. Réellement, parce que j'avais un préparateur physique qui venait de France, Jimmy, qui m'a appris. Et là, j'étais bien préparé. Parce que, vous voyez, le Philippin, il était champion aussi. Hein. Je pense que c'est ce jour-là que le Python a perdu son combat, c'est ça, non? Ah non. C'était pas ce jour-là. Non, c'était parce que ce combat, moi j'ai boxé contre... ce combat est différent. Python boxait contre un boxeur, un arabe. Ouais. Un boxeur, non, pas la France. Mais je posais la question de savoir ton dernier combat. Parce que quand on regarde, on pose ici, pour moi, quelque chose qui fait un peu mal. Parce que vous ne pouvez pas avoir une valeur telle. Et puis, parce que je pense qu'un athlète, un compétiteur, il ne vaut rien hors de rendez-vous de compétition. Ne demandez pas à... Vous ne pouvez pas faire vous ne pourrez pas construire Usain Bolt s'il n'avait pas de rendez-vous, de meeting pour aller courir. Donc, quand on a un yo-yo
qui a envie de défendre. C'est vrai que bon, il y a des moments, c'est pas facile. Vous êtes allé jusqu'au Mexique avec Riz, ne s'est pas bien passé. Après, vous revenez ici, il y a d'autres combats. Et puis après, on dirait que la lumière s'éteint. C'est-à-dire que vous, pendant cette période, comment ça se passe? Vous continuez de vous entraîner en attendant peut-être qu'un mécène, quelqu'un accepte qu'il puisse avoir un combat qu'on puisse financer, c'est ça? Oui, on a continué à s'entraîner dur même en pensant que ça allait aller. Bon, jusqu'à présent, rien n'est venu, rien n'est arrivé. Hein. Et jusqu'à ce qu'on veuille prendre la retraite maintenant. Oui. Bon, sauf que dans ces 2 temps, j'étais en Angleterre et je croisais un manager anglais là, qu'on travaille beaucoup ensemble. D'accord. Normalement, à cette période-là même là, je devais être en Angleterre parce que je fais le sparring partenaire avec ces boxeurs. Parce qu'il y a le combat de Joshua le 20. Voilà, normalement, j'étais invité. Mais c'est à la dernière minute et le combat a été reporté. Parce que bon, il est blessé. Celui qui devait l'accompagner, il est blessé. Bon, on a changé un adversaire. Bon, ça fait que je ne pourrais pas faire le voyage. Sinon, normalement... Donc aujourd'hui, tu es plus comme sparring partner. Voilà, sparring partner. Nous ne sommes pas bons dedans. Hein, donc, expliquez-nous les termes. Voilà, c'est comme sparring partner. Sparring partner, c'est comme... des fois, ils ont besoin de quelqu'un qui a l'expérience. Quelqu'un qui a une expérience de haut niveau, qui s'entraîne avec de jeunes boxeurs débutants, qui arrivent à les montrer certaines choses aussi. Évidemment. Voilà. Dans le combat, ça veut dire qu'ils font le combat et bon, il apprend aussi, c'est ça. Je vais ajouter. En fait, le sparring partner, c'est celui-là qui vient aider votre boxeur à devenir champion. Voilà. Pour définir. En fait, lui, actuellement, c'est une valeur sûre. Même en Angleterre, on sait, il fait partie des top 4 du monde. Si votre boxeur arrive à croiser Yo-Yo, c'est-à-dire qu'il ait le nom de Yo-Yo sur sa licence, c'est bon. Il n'y a pas ce banagueur qui ne va pas venir le choisir. Bon, donc les gens... nous on a de l'or ici. C'est ce que je dis, il faut purifier ça. Il faut aider. Moi je pense, il est bien placé pour relancer la boxe professionnelle. C'est déjà comme ça que, bon, nous on peut parler. Bon, puisque c'est parler, on peut parler. Mais nous, on n'a pas les moyens. Il faut qu'on donne les moyens à ces gens de personnes pour pouvoir pousser la boxe professionnelle. Il faut que le ministère, aujourd'hui, revienne dans la boxe professionnelle pour aider. Parce que quoi qu'on dise aussi, là aussi où il y a un problème, c'est que la boxe, on dit, n'est pas rentable, mais quand on dit il y a un combat à la maison ou au palais des sports, ça fait sale comble. Maintenant, il y a au niveau donc des recettes, il y a des problèmes. Parce que je pense que quand vous faites un combat au palais des sports, même si l'entrée c'est 500 000 francs, 1000 francs, vous n'avez pas moins c'est plusieurs millions de francs CFA que vous engrangez. Voilà, par rapport donc à cela déjà, mais on a toujours bon, les billettages, vous savez, c'est toujours comme ça. Et donc après, c'est de mettre un peu d'organisation. Je veux parler parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un mémoire sur la boxe. Je sais comment faire pour que ça puisse avancer. On en discute beaucoup parce que il faut qu'on montre qu'on connaît. Sincèrement, je vais dire que je connais comment il faut faire pour que la chose puisse marcher. Parce que j'étais acteur depuis 1992 que je suis dans la boxe. Ça fait 32 ans. Et ça fait depuis 2012 que j'ai fait un mémoire sur la boxe pour dire comment faire pour préparer la relève. C'est ça. Comment améliorer la préparation de la relève en boxe au Burkina Faso. Et là où il faut toucher. Et j'ai dit, voilà des gens qui sont là, qu'il faut pousser. C'est s'appuyer sur eux. Et les gens viennent d'ailleurs pour les chercher. Nous, on dort avec eux et puis on ne connaît pas les valeurs. Il suffit seulement de mettre un peu d'organisation. Mais Yo-Yo, est-ce que ça ne frustre pas? Parce qu'on a toujours envie d'aider son pays, parce qu'on a été champion, on a ici le drapeau très haut, on veut bien servir, mais c'est ailleurs qu'on vient, on n'est pas prophète chez soi. Ça ne frustre pas? Bon, effectivement, des fois tu penses et tu n'es pas du tout content avec ce genre de trucs-là. Parce que même en dehors des langues, même au Ghana, ici à côté, là, il y a des gens qui m'invitent juste pour genre de trucs comme ça. Même dans les compétitions, même les gars là, ils me présentent que le Burkinabé, tant de temps, ils me présentent. Ils disent que non, j'étais comme ça. Et tout le temps, et même au Ghana, je suis connu. Mais malgré au Ghana, je ne suis pas Ghanéen. C'est des fois des petits combats, des fois des sparring partenaires que je fais au Ghana. D'accord. Bon, on espère que les choses vont changer ici. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les gens disent. Alors qu'on sait que ça donne, ça paye. Quand les galas, aujourd'hui, quand on dit les galas, c'était à un moment donné, c'était en direct à la télé. On entend des parties vers la fin. Je pense que parce qu'on fait le débat, il faut qu'on retienne aussi quelque chose. Pourquoi est-ce que ça n'est pas organisé? C'est cher? C'est si cher? Est-ce qu'on a une idée? Oui, il y en a, c'est lui qui a fait son mémoire là-dessus. Je veux parler, allez-y. Parce que je sais que c'est quand vous regardez, souvent je fais des comparaisons. D'accord.
quand on dit c'est cher là, comparé à la valeur, comparé à ce qu'on va voir après. Mais ça coûte combien en gros? Minimum, quand on commence les ceintures sous-régionales, on tourne autour de 20 millions. 20 millions. Quand on parle de ceintures africaines, on va dans les 45 comme ça. Quand on donne les ceintures internationales, on va maintenant dans les 50, 60, 80 millions. Et c'est pas ça le problème, ce sont les retombées qu'il faut voir. C'est ça. Mais les gens ne regardent pas les retombées, ils regardent le cas, on peut mettre 50 millions dans ça, pourtant le football. Un match bon, je ne suis pas choisi, un match des États, ça coûte combien? Oui, mais et puis de 2015... Oui, c'est un exemple, c'est des comparaisons que j'ai fait. Tout à fait. Et il faut pousser. C'est ça. Quand vous avez 2 yo-yo, avant on avait 3 en même temps. Tout à fait. Même si on a un boxeur professionnel actuellement qu'on va pousser, qui devient champion, tous les jours on ne fait que parler du Burkina Faso. C'est ça. Tous les jours, il n'y a pas de... C'est des ambassadeurs. En fait, je dis c'est un moyen pour rapprocher les gens. Les gens aiment. Les gens aiment la boxe. En tout cas, la boxe se meurt. Je pense que je vais réagir, mais il est assez député. Ce que j'ai dit, parce que je l'expliquais comme lui, il est l'entraîneur, je l'ai dit actuellement, on a beaucoup d'expérience dedans. On connaît comment organiser les combats. On a travaillé avec beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de managers. Actuellement, par exemple, dans le sous-région, là, je pense qu'il y a beaucoup de managers qu'on connaît. Quel que soit n'importe quel boxeur, on peut le faire venir boxer au Burkina. On ne parle pas de basket en France, en Angleterre, aux États-Unis, on connaît des gens aussi. Je pense que si le ministère arrive à nous accompagner, on va faire de belles choses. Un bon cadre d'adresse. C'est ça. Je pense que c'est ce sur quoi on va terminer parce qu'on est pratiquement déjà au terme de cette émission. Il faut rêver d'un nouveau champion. Ah oui, c'est ça. Et ça doit tomber dans l'oreille d'un ministère qui est très attentif. Hein. Et ça doit être cela. Parce que quand on a une expertise, on a besoin quelquefois juste d'un peu d'accompagnement pour faire rêver et puis relancer une machine. Et la boxe burkinabé, je pense qu'elle a fait rêver. Et elle a besoin aujourd'hui qu'il y ait un minimum d'accompagnement pour que ceux qui nous ont fait rêver aussi servent ce pays-là, peut-être à une autre étape. Vous avez été champion, aujourd'hui vous pouvez accompagner beaucoup de gamins. En tout cas, merci à vous, merci Yo-Yo, merci à Konda aussi d'être passé, merci Claude Lomba. Ça a été un plaisir de parler boxe, j'en ai pas l'habitude. Merci aussi aux téléspectateurs. J'espère que la boxe va revivre de ses cendres. Ah oui, c'est tout ce qu'on pourrait espérer en tout cas. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce JDS qui a duré en gros 1h30. On va prendre congé de vous ici et maintenant et puis espérer, si Dieu le veut, vous retrouver dimanche prochain. Et donc d'ici là, portons-nous bien.